Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Attendez. Moi c'est Mika, Moi, c'est Adrien. bienvenue dans cet épisode de raisin et des papilles. On vous l'a expliqué dès le départ, chaque vigneron aura donc 2 épisodes, un épisode qui lui appartiendra et un autre épisode on lui fera goûter un vin d'ici ou d'ailleurs. Alors souvent d'ailleurs, mais quand je parle d'ailleurs, ça peut être forcément un autre vignoble français et pourquoi pas mondial, puisque aujourd'hui le vin, l'Alsace est ouverte sur le monde, donc on va continuer dans cette lignée-là. Du coup, nous sommes toujours en présence de Florian, rebonjour, Bonjour. et bien sûr toujours en présence d'Adrien, rebonjour. Bonjour à tous. Bonjour Mickaël. Alors, je vais de suite donner la parole à Adrien parce que pour la première fois, on va commencer directement par la dégustation. Ouais. C'est ce qu'on souhaite. Alors, on est ici dans le Jura. Je suis parti dans le Jura la semaine dernière. Pour être un peu plus précis, on est à côté d'Arbois, donc à Pupillin, qui est un village qui devrait résonner un petit peu à pas mal d'amateurs de vin, puisque J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, il y en avait partout. effectivement, on a certains vignerons qui sont très connus. Je pense à Philippe Bornard, donc c'est la bouteille avec le renard sur l'étiquette. On a Houillon Bruyère. Nous avons également Pierre Auvernois, qui est quelqu'un de très connu, un des pionniers des vins naturels dans le Jura. Et donc, un de leurs voisins, c'est Julien Maréchal, du domaine de la Borde, et c'est une bouteille de son domaine que je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui. Et je vous la fais découvrir donc parce que c'est une bouteille que je proposerai dans la box Jus de la Vigne pour le mois de novembre. D'accord, et tu y es allé seul dans le Jura? Moi, il me semble que non. J'y étais avec un ami caviste, effectivement, Maxime, On va lui passer un petit de la bonjour. Vinoterie, avec grand plaisir. Bonjour à lui, qui m'a fait découvrir aussi d'autres domaines. Donc, il m'a accompagné sur la visite de ce vigneron et puis de 2 autres également, des prochains coffrets que je présenterai. Et il m'a fait découvrir notamment le coup de cœur que je vous présenterai un peu plus tard, qui est quelque chose de très bien. Pour revenir peut-être sur ce vigneron, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il fait. Donc, il est installé depuis 2003, donc ça fait 15 ans maintenant. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est très récent dès qu'on entend 2000 devant. Effectivement, par rapport à Florian et des générations et 16 générations, générations quand même. ça paraît un peu plus court. Effectivement, les terres aussi dans le Jura étaient assez... le Jura jouissait d'une mauvaise réputation il y a pas mal d'années, alors que maintenant on est complètement sur l'inverse. Et les terres étaient un peu plus accessibles. Donc, il est installé depuis 2003, il travaille en bio depuis quasiment le début. Une partie en biodynamie aussi, donc la 500, la 501 qu'il met dans les vignes. Je vais peut-être rappeler très brièvement ce que c'est. Donc la bouse de corne, très très rapidement parce que c'est quelque chose d'assez emblématique, mais qui paraît aussi un petit peu ésotérique d'un point de vue extérieur peut-être. Donc la bouse de corne, c'est le fait d'enterrer des bousses de vache dans des cornes pendant plusieurs mois, les faire fermenter et ensuite de les dynamiser et de les épandre à dose homéopathique dans les vignes. Donc c'est quelque chose qui est censé augmenter la vie des sols, ce qui est beaucoup appliqué en biodynamie. Je ne sais plus quel était ton regard sur la biodynamie d'ailleurs, Florian. Je travaille aussi avec ces préparats, silice et bouse de corne, effectivement, oui. Ouais. Tu confirmes ce que j'ai dit alors, ça va? Tout à fait. C'est bon. Pour l'instant, j'ai pas fait de bon, c'est bon. Il n'y a pas eu de levée de sourcil, je me suis dit que c'était... Non, ça va, il a écouté. Très bien. Donc, terre de lias, terre du lias plutôt. C'est vrai que je dis terre de lias, mais c'est terre du lias. Déjà, est-ce que ça vous parle ce terme? Je pense que Florian peut-être un peu plus. Mickaël, est-ce Alors, que je t'avoue, j'avoue que je ne m'y connais absolument pas en vin du Jura. D'accord. À part le vin jaune et vin d'Arbois, mais j'ai pas forcément une grande connaissance de ce vignoble-là. Mais voilà, l'idée du raisin et des papilles, c'est de découvrir un petit peu, de mettre en avant le vin alsacien, bien sûr, qu'on apprécie, Bien sûr. et qu'il y a une diversité suffisante pour faire des centaines et des centaines d'épisodes. Donc qui pour des Alsaciens habitant Strasbourg ou dans la région est la base, mais on milite pour une Alsace ouverte sur le monde, hein. C'est ça qui est important, pas d'entre-soi.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est de pouvoir jouir un petit peu de toute cette diversité. Donc en fait, le Lias, c'est une période géologique. Donc en géologie, je suis assez mauvais. Mais Julien, étant un passionné, il m'a un petit peu expliqué ce que c'était que le Lias. Donc c'est une partie du Jurassique. On a le Trias et ensuite on a le Lias qui va venir. Et donc on a des sols et des roches différentes selon les différentes périodes. Donc là, on a un plateau de calcaire qui surplombe un petit peu cette parcelle. Donc cette parcelle qui s'appelle à la base sous la roche, puisqu'on a ce grand plateau de calcaire avec des éboulis de calcaire qui va se mélanger à des argiles. On a des marnes bleues et on a surtout, enfin moi ce qui m'a beaucoup marqué, on a des schistes qu'on appelle des schistes carton, qui est le terme officiel des géologues par rapport à ça. Donc quand j'y suis allé, il pleuvait et effectivement on a des petits morceaux qui ressemblent à des morceaux d'ardoise très durs. Et en fait, cette roche avait imbibé l'eau et puis quand on l'avait en main, enfin quand on essayait de la casser, ça avait vraiment cette texture de carton imbibé d'eau. C'était vraiment très 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 particulier. Donc voilà, qui donne un vin assez tranchant aussi. Je vais le goûter, je vais me permettre de le goûter. Je vous invite à le goûter également. Non, tu le goûtes tout seul, c'est ça? Non, tout le monde, on va tous le goûter, bien entendu. Passons à la dégustation. Jetzt trinken wir. Donc là, c'est de la biodynamie, c'est ça? Alors, il est certifié bio et il utilise certaines choses de la biodynamie, mais a priori, son but n'est pas complètement de rentrer dans cette démarche d'être labellisé Déméter par la suite. Alors, on est d'une fraîcheur, un peu de citron, un peu citronné, hein? On est très loin des vins jaunes, du coup, comme tu disais. Donc, on est sur du chardonnay. On n'a pas ce côté exubérant aussi du savagnin. On est donc sur un chardonnay houillé. Donc, qu'est-ce que c'est que le houillage, qui est un terme qu'on utilise principalement dans le Jura, en tout cas. Enfin, on est obligé de préciser si c'est houillé ou non houillé dans le Jura. Donc, en fait, ces vins-là sont élevés en foudre. Donc, dès qu'il y a du bois, il y a échange d'oxygène, il y a un petit peu d'évaporation. C'est ce qu'on appelle la part des anges. Et en fait, dans le Jura, le vigneron a un peu partout, mais ça se fait surtout dans le Jura, a le choix d'houiller, donc de rajouter du vin pour combler cette évaporation, ou alors de ne pas houiller, de ne pas rajouter de vin et de laisser finalement son vin au contact avec l'oxygène, donc il va donner des notes oxydatives. Et là, en l'occurrence, le but n'est pas du tout d'avoir ces notes oxydatives spécifiques du Jura. Ah, c'est gourmand. Il fait saliver celui-là aussi, hein. Ah, complètement. J'adore complètement, c'est exactement ça. Donc là, il a été mis en bouteille seulement il y a 3 semaines, donc je pense qu'il mériterait pareil de se poser un petit peu. C'est toujours le problème du plaisir immédiat qu'on recherchait, qu'on disait dans le précédent épisode. Mais je trouve quand même qu'il a un côté qui est quand même très vif et qui moi me plaît beaucoup. C'est vraiment le type de vin que j'apprécie. Et ça a été un des vins pareil qui a été un coup de cœur. Donc ce vigneron-là, je l'ai rencontré sur le salon Le Nez dans le Verre dans le Jura, qui regroupe la plupart des vignerons qui travaillent en nature finalement et en bio. Et je crois qu'il y a une session pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans le Jura à Paris également tous les ans. Et ça fait 2 ans que je trouve aussi cette pureté avec ce jeune vigneron, quoi. Donc Julien Maréchal du domaine de la Borde. Qu'est-ce que tu penses de ce vin, Florian? J'ai trouvé effectivement la marque du terroir très présente. On a de l'ampleur, on a de la largeur, on a du gras qui signe vraiment bien ces terroirs argileux. J'ai été frappé aussi par la salinité, hein, les minéraux qui s'expriment très bien. C'est des textures de salinité qui sont assez crémeuses, assez larges et qui vraiment font bien saliver aussi, effectivement, qui donnent une belle profondeur, de la personnalité au vin. On a une belle base acide aussi, très, très large, hein, qui vient vraiment porter la richesse de ce vin. Donc j'ai trouvé effectivement une très belle expression, oui. Super, c'est vrai qu'il a une démarche qui est assez proche de la tienne dans le sens où il disait que son objectif c'est de faire exprimer ce beau terroir et finalement de s'effacer complètement, de faire tout le travail dans les vignes pour avoir le moins possible à le faire une fois en cave. Et donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu sa même volonté, quoi. Donc sur des terroirs complètement différents de ce qu'on a ici à Dambach-la-Ville ou d'Ambach d'ailleurs. Mais voilà, un très très beau vin. Tu connaissais les vins du Jura, Florian, déjà? Oui, bien sûr. Ouais, et ce vigneron-là, t'avais... J'avais jamais goûté un de ces vins. Je suis très content de l'avoir fait. Non, c'est vrai que on est sur... moi qui n'y connaissais pas grand-chose en vin du Jura, c'est vrai que là, du coup, ça frise un peu la curiosité parce que c'est frais, c'est gourmand,
Et je crois que c'est ça dont on a envie. Pareil, on reparle d'émotions, et, plus que de cépage, encore une fois, mais c'est vrai que ça donne envie de le rencontrer, de lui serrer la main, de voir à quoi il ressemble. Mais en fait, un vin, c'est la personnalité finalement d'un vigneron ou d'une envie. Après, ceux qui ont plusieurs vins, comme Florian, ils ont toujours la même personnalité, mais on la retrouve différemment, quoi. Personnellement, je trouve ça relativement gourmand et je pense que tu as fait un bon choix. Je te remercie. J'espère bien. Non, mais si vous voulez aller le voir, en tout cas, c'est quelqu'un de très sympathique. Bien sûr, comme pour tous les vignerons, l'idéal, c'est quand même de les appeler avant, puisqu'ils ont forcément beaucoup de travail, surtout quand on travaille comme ça. Alors, ce qui serait drôle, ce serait de réussir à faire un jour un podcast avec lui et de ramener un vin de Florian. Ce serait excellent. Sur Pupi 1, avec cette vue, il y a un point de vue sur tout le vignoble qui est absolument incroyable et qui se verront en image, du coup, sur la vidéo. Mais effectivement, c'est super. Si les vins d'Alsace peuvent se promener un peu en France, c'est pas mal non plus. Tout à fait. Peut-être qu'un jour, on ira au Brésil aussi rencontrer tes auditeurs. Si. Très bien. Place au deuxième vin. Jetzt trinken wir. Alors du coup, sur le deuxième vin, forcément, on va repartir avec Florian, puisque c'est notre premier invité, c'est le parrain du raisin et des papilles, en espérant qu'il nous portera chance, mais je n'en doute pas du tout une seule seconde. Le but, c'était 2 vins pour le premier épisode, et à chaque fois, le vigneron goûte un autre vin d'un autre vigneron, et il présentera un de ces vins, donc un 3e vin. Donc du coup, je laisse la parole à Florian. Merci, donc j'ai choisi de vous présenter un autre des 6 terroirs que nous travaillons. Il s'agit ici du lieu-dit Rittersberg. Donc on change encore de commune, on est à Chervillers, donc c'est à 6 km au sud de notre village de Dimbar-la-Ville. On reste sur le même massif granitique que ce que nous retrouvons à Dimbar-la-Ville, sauf que nous avons un petit peu plus de profondeur de sol sur le Rittersberg, c'est-à-dire qu'ici les cailloux et sables granitiques sont directement sur la roche-mère. Dans le Rittersberg, et du moins dans la zone où nous avons nos parcelles, il y a un peu de terre fine encore en dessous, un peu plus de profondeur de sol. Et deuxième différence majeure, c'est que ce terroir bénéficie d'un peu plus de pluviométrie, notamment en été, par rapport à ce que nous avons à Dimbar-la-Ville sur le Frankenstein. Et ces 2 éléments vont amener un peu plus d'ampleur et de gras au vin. Donc on va goûter ça et faire la description. Alors la couleur du vin est un peu, je dirais, rose. Oui, on a il y a du pinot noir côté dedans. Plus rose, il y a du pinot noir. C'est effectivement un assemblage aussi de plusieurs cépages. On a ici Auxerrois, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir et Gewürztraminer. Waouh, c'est bon ça. Oh maman. Une richesse d'expression assez intéressante. On a du fruit très mûr. On sent que ce terroir apporte des maturités très poussées. On a un côté velouté en milieu de bouche, de la densité en milieu de bouche qu'on ne retrouve pas sur le Frankenstein, où c'est des vins vraiment plus droits, plus ciselés. Et là, c'est intéressant puisque on a cette structure du granit qui est très fine, on a ce côté cristallin aussi, mais autour de ça, on a ce petit enrobage, ce petit velouté, ce gras de milieu de bouche, cette densité qui est très intéressante, et là aussi, c'est un très beau vin de gastronomie avec ses équilibres, ses textures, avec une salinité très fine, presque crayeuse, avec cet équilibre entre l'ampleur et l'élégance de la structure. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir à table, donc comparativement au vin du Frankenstein, on va aller sur des plats, un petit peu plus riches, donc plutôt que d'être sur des poissons de rivière très fins, là on peut aller sur un saumon fumé par exemple, ou alors sur des poissons à chair blanche, on peut aller avec une sauce crémée, avec un peu de safran éventuellement, avec plus de complexité. Et il fonctionne très très bien aussi avec des viandes blanches, des veaux en basse température sur des textures très tendres, mais avec un petit peu de densité. Voilà, on correspond tout à fait au profil du vin. Et des volailles par exemple aussi. Et voilà, on est sur un vin qui a beaucoup de longueur en bouche aussi. On sent qu'il a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à nous dire. Voilà. On se l'imagine en tout cas. Et c'est vrai que cette texture du coup est très originale. Exactement. Alors il y a une fraîcheur. En fait, les émotions, il y a tout qui passe là.
C'est waouh, c'est magnifique. Ça part en largeur dans les joues et puis il y a quand même cette salinité sur le bout de la langue là. C'est très étrange quoi, finalement. C'est très étonnant, hein, On a le des lignes socle de granit qui perpendiculaires, a même cette verticalité et puis cette petite ampleur apportée, la pluviométrie, la profondeur de sol. C'est des vignes qui sont un peu plus vigoureuses, qui amènent des raisins plus généreux, plus riches et qui nous amènent cette densité, cette largeur. Et effectivement, ces équilibres extrêmement intéressants, quoi. Oui. Alors, pour l'avoir déjà goûté, il m'avait pas. Il y en a d'autres qui m'ont marqué. Alors c'est peut-être ça aussi, le fait d'avoir plusieurs vins dans ta gamme, donc forcément tu passes parfois à côté de certains vins. Là, c'est vrai que c'est quelque chose c'est magnifique, quoi. C'est d'une simplicité, c'est vos émotions. Il se passe des choses là. Hein. Simplicité, c'est pas le terme que j'aurais employé, mais c'est très simple de l'apprécier en tout cas, on va dire ça. Plutôt au niveau des émotions. En fait. Mais c'est vraiment très très bon. Et on retrouve cette salinité un petit peu sur tous tes vins finalement qu'on a goûté. Qu'est-ce qui, pour toi, explique cette salinité que tu peux retrouver, sachant qu'on est sur des terroirs très différents? Oui, c'est déjà le travail sur la santé des sols, très clairement. Le fait de ne pas utiliser de produits chimiques, de travailler surtout en manuel, donc sans tassement des sols, de laisser un enherbement total, donc pas de fauchage, pas de labour non plus, pour laisser vraiment le sol le plus vivant possible, très aéré, donc qui permet un enracinement profond de la vigne et d'aller épuiser des minéraux. C'est ensuite des raisins récoltés à parfaite maturité, une vigne qui va au bout de son cycle, dont les feuilles jaunissent, les pépins brunissent, etc. Donc c'est-à-dire qu'on regarde pas juste un taux de sucre pour récolter un raisin, mais qu'il est vraiment qu'il soit allé au bout de son cycle, qu'on ait toute la complexité, tout ce que la vigne et le terroir avaient à transmettre, et des vinifications ensuite sans intervention. Hein, c'est également un vin qui est pas filtré, qui a pas de levure, pas de sulfite. C'est ingrédient 100% jus de raisin. Donc aussi, on a cette clarté d'expression qui en découle. Donc voilà, c'est toutes ces notions-là qui permettent l'expression de beaucoup de salinité. Et ensuite, évidemment, elles s'expriment de manière différente selon les terroirs. Hein. On a sur le Grand Cru Frankenstein une granulométrie un peu plus épaisse, un côté cristallin plus angulaire, un peu plus austère. Sur le Rittersberg, c'est très cristallin et fin aussi, mais on a une granulométrie plus fine, on est plus sur le côté crayeux, très, très délicat. Et sur le terroir du Bungertal, avec l'influence volcanique que nous avons goûté, on est plus sur les tanins. Hein. On a vraiment un côté plus austère sur les amers, sur les tanins. Donc c'est vraiment ça qui va marquer aussi la différence entre les terroirs, quoi. Raconter l'histoire de ces vins à travers ces terres, c'était un peu ça le but. En tout cas, le but est totalement, le contrat est rempli. On a passé un bon moment avec toi, Florian. Merci de nous avoir reçus. Plaisir partagé. On va passer au coup de cœur. Je crois que tu as un petit coup de cœur. J'en ai un et demi, on va dire. Un et demi. Le premier, donc, je vous ai parlé du petit voyage le week-end dernier que j'ai fait à la rencontre de plusieurs vignerons. Et il y en a un qui a été un énorme coup de cœur. Donc, j'étais du côté de Mâcon, juste à côté de Viré-Clessé, de cette belle appellation de Viré-Clessé. Et on est parti à la rencontre de Alexandre Jouveau. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais qui est un vigneron qui est installé depuis 99, donc ça fait un petit moment maintenant. Ancien photographe de mode qui s'est installé dans le secteur quand les vignes... Ça, il t'a fait un shooting de mode. Moi, malheureusement, c'était un peu compliqué. Pensais, coup de cœur, je pensais que tu allais nous annoncer ça. Donc. Voilà, il m'a pris en photo, donc c'est vraiment génial, merci à lui. Non, mais sans rire, c'était... Attention, Adrien, il va finir sur les podiums. Incroyable. C'était vraiment une très très belle découverte. Il fait que 6000 bouteilles, c'est des bouteilles qui sont pas forcément très faciles à trouver, mais on a pu goûter certains 18 et certains 19 en fût qui étaient encore en fermentation, et même dans les foudres. Donc il va acheter des foudres à Bar, donc juste à côté d'ici, ce qui est assez drôle quand même. Et même sur fût, c'était des vins qui étaient complètement incroyables, vraiment d'une très très grosse longueur, belle complexité, mais très très précis aussi, comme les vins de Florian. Et voilà, pour moi c'est un coup de cœur parce que ça fait depuis la rentrée, on va dire que j'attendais cette grosse claque, on va parler comme ça, d'avoir un vin qui vraiment, une fois qu'on met le nez dedans, voilà, on a envie de se poser et puis de réfléchir au sens de la vie, ça fait ça, ou au sens de ce qu'il y a dans le verre. Donc c'était vraiment un très très beau domaine, et il travaille également avec sa femme
femme Maryse qui fait de très très beaux pinots noirs aussi, enfin vraiment complètement incroyable. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de goûter les vins d'Alexandre Jouveau, je sais qu'il y en aura un tout petit peu du coup à la vinoterie, à la Vansono pour ceux qui sont à Strasbourg. Bah, va falloir leur faire un épisode spécial. Ah bah il faut absolument faire un épisode spécial. Les folies de la vinoterie, ce serait pas mal comme concept. Bah voilà, il suffit d'appeler Maxime et puis Bah, de s'organiser ça. Parce que là, tu nous parles de vin. Le Florian est à côté, il se décompose. Il se dit pourquoi il n'a pas ramené une bouteille. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, tu nous parles de vin, toi, c'est comme si on parlait de plat et en fait, finalement, on le mange pas. C'est exactement ça. Vous passez devant la vitrine et puis. Bon, bah, du coup, comme nos auditeurs, finalement. La vinoterie se trouve où? À la Vansono, donc c'est. Et il les aura pour quand? À peu près j'espère d'ici 2-3 semaines, quelque chose comme ça. D'accord, donc pour les fêtes de fin d'année, oui, il les aura pour les fêtes de fin d'année en très faible quantité et puis on va en prendre quelques-unes. On va bloquer ça. Il faut ouais, effectivement. On va bloquer une bouteille pour un podcast. Faut se faire plaisir. Bon, bah Maxime, le message est passé. En tout cas, je voulais encore te remercier, Florian, de ton accueil. 2 épisodes pour le lancement des raisins et des papilles. Je ne sais pas où ça nous amènera, mais je crois qu'on a passé un bon moment. En tout cas, parler du vin, parler de notre région différemment, la mettre en valeur. Parce que finalement, c'était aussi ça. On a une belle région riche, la gastronomie, le vin, la bière aussi. Mettons en avant ces artisans pour, encore une fois, la région, mettre en avant ces artisans. Moi, j'appelle ça des artistes ou des auteurs. On appelle ça comme on veut. Merci pour ce que vous faites, parce que je sais pas si vous avez souvent de la reconnaissance, mais je sais que l'agriculture en manque un petit peu. Après, je sais pas si les vignerons sont un peu dans ce même état d'esprit, mais en tout cas, cette richesse que vous nous apportez, finalement, vous apportez du bonheur à table. Continuons comme ça. Je souhaite le meilleur. Merci. En tout cas, nous on se retrouve pour le prochain vigneron et on sera du côté d'Orschwiller. Mais je vous en dis pas plus. À très bientôt. Merci Adrien. À très bientôt. Merci à toi. Ah oui. Merci Alexis qui va vous faire le montage. Il va falloir quand même qu'on entende sa voix un jour. Mais comme il boit pas de vin, il boit pas d'alcool. Mais ce qui est bien, c'est qu'il peut rouler. À très bientôt. Merci. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.